Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent en cette fin de journée. Bienvenue à toutes et à tous à cette discussion Wati et vous, nouveau rendez-vous virtuel du think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest Wati. Ce nouveau format qui va nous permettre, nous, membres de l'équipe, de discuter d'un sujet ou de l'actualité de Wati, de la région avec notre communauté, les participants qui nous suivent sur nos différentes plateformes. L'objectif de ce format et de cette discussion étant bien sûr d'apporter des éléments d'analyse sur les sujets d'actualité de la région, mais aussi de renforcer les liens avec la communauté des habitués qui nous suivent sur nos différents événements. Donc, l'accent sur ce format sera mis sur l'interaction avec vous, chers participants. Je m'appelle Mariam Cissé, chargée de recherche à Wati, et je vais co-modérer cette discussion. Et donc, pour le premier rendez-vous de ce format Wati et vous, la thématique choisie est quel avenir pour la CEDEAO après le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le 28 janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel AES, ont annoncé le retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et le 29 janvier 2025, la CEDEAO officialisera le retrait des trois pays conformément aux dispositions de traité prévues par l'organisation. Bien sûr, leur départ affaiblit la CEDEAO qui est amputée d'une partie importante de son territoire et de son influence dans une région qui est déjà confrontée à des défis économiques, politiques et sécuritaires majeurs. Cette décision marque alors une rupture majeure, soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'intégration régionale, de la gestion des crises et de la coopération politique en Afrique de l'Ouest. Et pour introduire les discussions aujourd'hui, nous allons faire l'entrevue avec M. Giliabi, qui est le fondateur et directeur exécutif de Wati, également analyste politique qui intervient depuis plus d'une quinzaine d'années dans les médias au niveau national, régional et international sur les questions de paix, de sécurité et de gouvernance politique et économique en Afrique de l'Ouest. Et donc, on va consacrer la première partie de la discussion au contexte et aux effets immédiats du retrait de ces pays de la CEDEAO. Et ensuite, une grande partie de la discussion sera consacrée à votre participation, à vos contributions, éventuellement à vos questions qui seront soulevées auxquelles l'intervenant va répondre. Et donc, sans plus tarder, la première question que je vais poser à M. Yabi, revenant toujours sur le contexte et les effets immédiats du retrait de ces pays de la CEDEAO, c'est si vous pouvez nous dire si nous assistons aujourd'hui à la plus grande crise de la CEDEAO avec le retrait de ces trois pays-là et si l'organisation a déjà connu le retrait de pays membres. Merci beaucoup Mariem, merci Babacar et les collègues et merci surtout à vous toutes et vous tous pour votre participation. Quelques mots avant de répondre à la première question de Mariem, quelques mots à nouveau pour vous souhaiter quand même les meilleurs vœux cette année puisqu'on est tout près de la fin du mois de janvier. C'est encore possible de vous souhaiter les meilleurs vœux individuellement. Je pense que collectivement, par contre, on commence une année qui est difficile et on le savait déjà. Et je crois que cela se confirme déjà après quelques semaines avec ce qui se passe dans la région en Afrique de l'Ouest, sur le continent, les conflits en cours au Soudan, mais aussi en République démocratique du Congo, où ça se dégrade très rapidement ces derniers jours, ces dernières heures. Et bien sûr au Sahel aussi, avec beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est une année qui va être difficile. Mais je pense que ça justifie encore davantage ce que nous essayons de faire à Wati depuis bientôt 10 ans, avoir un espace justement de discussion qui soit ouvert à tout le monde et qui permette, on l'espère, de ne pas être simplement dans des affirmations rapides et dans parfois la sélection des informations et l'orientation des analyses, mais qui nous permettent vraiment d'avoir un débat constructif en ayant à cœur surtout le bien-être des populations ouest-africaine aujourd'hui et demain, et de manière générale, le bien-être des populations africaines. Donc, c'est pour ça que nous avons lancé ce rendez-vous Wati et vous, et donc, évidemment, ravi de répondre aux questions des collègues, mais également à vos questions un peu plus tard. Alors, sur la première question, est-ce que c'est une crise majeure et la plus grave finalement que la CEDEAO et l'Afrique de l'Ouest aient traversée? Je crois qu'on peut répondre clairement oui. C'est une crise qui est sans précédent parce que c'est la première fois qu'on a trois pays simultanément qui ont annoncé leur volonté de quitter l'organisation et qui ont maintenu cette décision hein, pendant l'année qui aurait pu permettre peut-être de changer de décision.
Et donc, on a une confirmation, on aura une confirmation finalement dans quelques jours, dans quelques heures finalement du départ formel donc de ces trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso de la CEDEAO. Et cela arrive aussi l'année du 50e anniversaire de la naissance de la CEDEAO, puisque c'était en mai 1975. Donc, c'est une crise sans précédent par le nombre de pays concernés, trois pays, et le fait que cette décision fut une décision simultanée de ces trois pays. Bon, je dis moi-même de ces trois pays, mais à nouveau, j'insiste parfois sur le fait qu'il faut dire que ce sont trois dirigeants à un moment donné qui ont décidé de retirer leur pays et leur population de la communauté. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et est-ce qu'il y a eu des précédents en termes de départ de pays de la CEDEAO? Oui. Pas de trois pays, mais il y a eu le départ de la Mauritanie en 2000. Et je pense que c'est important de revenir très rapidement sur ce départ de la Mauritanie. Alors, la Mauritanie, c'est quand même un pays sur le plan géographique un peu particulier, à la lisière de l'Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord. Et sur le plan géopolitique, au moment où la Mauritanie avait décidé de quitter la CEDEAO, c'était principalement pour rejoindre l'Union du Maghreb arabe et en fait renforcer plutôt son lien avec les pays d'Afrique du Nord. Et on sait aussi que sur le plan politique interne en Mauritanie, le pouvoir politique est dominé depuis longtemps par notamment par les morts et les populations considérées comme étant des populations plutôt orientées vers l'Afrique du Nord et le monde arabe. Et d'ailleurs, on a vu aussi à cette époque la politique d'arabisation de l'enseignement et de l'administration. Et donc, il y avait une volonté disons, de se raccrocher beaucoup plus à l'Afrique du Nord et au monde arabe plutôt qu'à l'Afrique de l'Ouest. Et c'était cela la motivation du départ de la Mauritanie à l'époque de la CEDEAO. Et il faut aussi rappeler que 17 années plus tard, il y a eu une demande de la Mauritanie à réintégrer l'organisation. En fait, il y a même un accord d'association qui a été signé en 2017 entre la CEDEAO et la Mauritanie. Et le dossier, en fait, de retour plein de la Mauritanie est toujours sur la table, disons, de la commission de la CEDEAO. Je ne sais pas du tout où on en est, mais ça traduit quand même à un moment donné une volonté de retour de la Mauritanie dans cette communauté. Et d'ailleurs, il faut aussi mentionner qu'en 2017, il y avait le Maroc et la Tunisie, pays d'Afrique du Nord, qui avaient aussi exprimé leur intérêt pour la CEDEAO. Le dossier marocain avait créé pas mal de discussions, donc ça n'a pas été validé, mais cela montre à nouveau aussi le fait que, comme l'Union du Maghreb arabe et les tensions Algérie-Maroc créent quasiment une impossibilité d'avoir une véritable intégration régionale en Afrique du Nord, finalement, ben, les pays d'Afrique du Nord, certains, ont trouvé un intérêt à développer les relations, notamment économiques, avec l'Afrique de l'Ouest à travers à nouveau une proximité ou un rapprochement avec la CEDEAO. Merci beaucoup, Gilles, pour ces premiers éléments de réponse qui confirment, comme vous le dites, que c'est la plus grande crise que connaît l'organisation avec le retrait simultané de trois pays en même temps. Parlons du cas de la Mauritanie. Vous avez expliqué un peu les raisons qui avaient poussé le pays à se retirer de la CEDEAO à une certaine époque. Mais concernant ces pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, quels sont selon vous les principaux éléments qui expliquent cette décision de se retirer de la CEDEAO? Et parlons justement du fait que ce pas les pays qui ont décidé, mais les militaires eux-mêmes. Est-ce que ces dirigeants-là, militaires, disposent-ils, selon vous, de la légitimité et de la légalité pour engager leur pays dans ce processus de retrait? Merci. Alors là aussi, il y a plusieurs questions à réfléchir en même temps. Je vais peut-être commencer par les raisons qui sont mises en avant par les dirigeants de ces trois pays. Il y a le fait de dire que la CEDEAO, en tant qu'organisation régionale, a manqué de solidarité à l'égard des trois pays du Sahel. Solidarité par rapport à la question terroriste. Alors moi, j'aime bien préciser qu'il vaut mieux parler de groupes armés acteurs de l'insécurité. Certains sont
utilisent des moyens terroristes, d'autres non, mais l'insécurité ne se réduit pas au terrorisme. Et c'est clair que, évidemment, la présence et le développement des groupes armés utilisant des moyens terroristes est un problème majeur depuis de nombreuses années dans ces pays. Donc, le premier argument, c'est de dire que la CEDEAO n'a pas apporté son soutien, un soutien efficace aux États du Sahel dans leur lutte contre les groupes armés irréguliers. Le deuxième reproche, c'est celui d'avoir pris pour la CEDEAO, hein, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, d'avoir pris des sanctions et on retrouve quasiment dans tous les discours des dirigeants des pays sahéliens les adjectifs qui vont avec les sanctions inhumaines, illégales, illégitimes et effectivement, c'est un des éléments les plus importants dans l'argumentation pour expliquer le retrait de ces pays de la CEDEAO, mettant en avant à nouveau qu'au lieu de les soutenir face aux groupes armés terroristes, la CEDEAO les a plutôt sanctionnés. Mais bon, souvent, ils oublient aussi de mentionner que les sanctions faisaient suite tout de même à des coups d'État militaires qui sont condamnés par les textes de la CEDEAO et notamment le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001. Euh, Toujours est-il que l'argument des sanctions est un argument important et on pourra y revenir, mais je pense qu'effectivement, c'est aussi l'une des erreurs les plus importantes commises par la CEDEAO. Ce n'était pas la prise de sanctions, mais c'est l'étendue de ces sanctions et le fait qu'une partie de ces sanctions, notamment économiques et financières, était effectivement, disons, assez douteuse sur le plan de la légalité. Le troisième argument mis en avant par ces dirigeants, c'est celui qui consiste à dire que la CEDEAO serait manipulée par des acteurs extérieurs, bon, en citant parfois explicitement hein, la France, hein, puisque c'est clairement tout de même la France qui est visée par cette accusation, au fond, d'utiliser la CEDEAO pour sa propre politique étrangère et sa politique au Sahel. Et là aussi, on voit bien que, d'une part, il faut reconnaître que la France, mais en fait, comme toutes les puissances grandes, moyennes et même petites, forcément essaie de défendre ses intérêts et sa politique étrangère passe aussi par la volonté d'influencer des organisations régionales, y compris la CEDEAO, mais il faut faire la différence entre une volonté d'influencer et le fait qu'effectivement, un pays puisse à lui tout seul influencer et prendre des décisions à la place de 15 ou chefs d'État et de gouvernement, ou même 12 à partir du moment où on considère que certains ont été sanctionnés, ne faisaient plus partie de la conférence des chefs d'État au moment de la prise des décisions. Donc l'accusation, effectivement, consiste à dire que la France, finalement, s'est servie de la CEDEAO pour prendre des sanctions, pour isoler les dirigeants des pays sahéliens. Mais on voit bien là aussi tout de même une limite factuelle assez évidente. Il est difficile de penser qu'une communauté économique dont la première puissance est le Nigeria, qui n'est pas un pays, une ancienne colonie française, le Ghana, qui est un pays important de la région aussi, n'est pas une colonie, une ancienne colonie française, et même par rapport aux pays dont les dirigeants ont une proximité claire avec la France, cela ne veut pas dire nécessairement que la volonté d'influence se traduit effectivement par des décisions. Je pense qu'on oublie aussi parfois que on peut avoir une coïncidence entre les intérêts politiques d'un dirigeant de la région et l'intérêt de la France notamment. Et donc le fait d'avoir une décision finalement qui corresponde à la fois aux intérêts ou à la politique de Paris et à la politique d'un État donné ne veut pas dire nécessairement que c'est parce qu'il y a une injonction. Les pays africains, les dirigeants ont aussi leur propre lecture des crises et ils sont capables de prendre des décisions en tenant compte de leurs intérêts d'abord, parfois seulement de conservation de pouvoir, et d'autres intérêts géopolitiques. C'est difficile d'imaginer que tous les dirigeants de ces États prennent leurs décisions seulement parce que Paris ou le président Macron ou un autre président français, disons, leur aurait imposé cette décision. Par rapport à la deuxième partie de la question, est-ce que vous pensez que ces dirigeants militaires-là, ils ont aujourd'hui la légitimité et la légalité qu'il faut pour engager leur pays dans ce processus de retrait? Oui, alors, je pense que ces dirigeants au Niger, au Mali, au Burkina Faso sont arrivés par coup d'État, par l'usage de la force. Un coup d'État, même lorsqu'il n'y a pas d'effusion de sang, ça passe par l'usage de la force, c'est la menace de l'utilisation de la force et évidemment, c'est anticonstitutionnel.
Et je rappelle qu'un pays comme le Mali, qui a entre-temps adopté une nouvelle constitution, a quand même tenu à inclure dans sa constitution le fait que les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. Donc, on voit bien que c'est des coups d'État réussis, d'une certaine manière, ne sont plus des crimes, mais les coups d'État, les tentatives de coups d'État sont des crimes imprescriptibles. Donc, évidemment, l'arrivée au pouvoir par la force n'est pas légale, parce qu'elle ne correspond pas à nouveau aux voies de changement de pouvoir politique qui sont inscrites dans les constitutions de ces trois pays. C'est un fait. Alors, évidemment, on peut discuter longuement des conditions qui ont amené au coup d'État militaire. Il est évident qu'il y a des responsabilités des gouvernants précédents, qu'ils soient civils ou pas, qu'ils soient élus, bien élus ou pas. Et il y a beaucoup de facteurs qui ont créé les conditions pour le retour des militaires au pouvoir dans les pays du Sahel. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne change rien au fait que les coups d'État sont eux-mêmes tout de même évidemment illégaux. Et donc, les dirigeants issus des coups d'État ne jouissent pas d'une légitimité qui soit une légitimité démocratique, à nouveau qui corresponde à leur propre texte constitutionnel. Cela étant dit, ce sont les dirigeants de fait à partir du moment où euh, ceux qui sont au pouvoir, ben, ils sont là à partir de ce moment-là, ils incarnent, ils ont la signature de leurs États respectifs. Et c'est pour ça que lorsque ces dirigeants prennent la décision de retirer leur pays de la communauté régionale, en fait, la CEDEAO, d'une certaine manière, n'a pas mis en avant le fait qu'il n'était pas légitime pour prendre ces décisions, parce que les textes de la CEDEAO ne donnent pas d'indication sur la légitimité interne qui permet à un dirigeant de sortir son pays de la communauté. Et d'ailleurs, il y a certaines voix aujourd'hui qui estiment que la CEDEAO, dans les nombreuses réformes qu'elle pourrait faire, pourrait effectivement, disons, renforcer les conditions pour la sortie des États et qu'on ne devrait peut-être pas permettre à des dirigeants arrivés par coup d'État militaire ou en tout cas des dirigeants qui ne sont pas issus du processus démocratique de sortir leur pays de l'organisation régionale. De fait, en tout cas, aujourd'hui, on estime que c'est les trois dirigeants, quelles que soient les conditions de leur arrivée au pouvoir, euh, portent à nouveau la signature de leurs États et donc qu'ils peuvent effectivement prendre cette décision de retirer leurs États de la communauté régionale. Mais tout le monde sait à nouveau que ce sont des dirigeants qui bah, sont là pour une période donnée. Et a priori, dans aucun de ces trois pays, on a voilà, un changement où on affirme qu'on change totalement de système politique et des dirigeants militaires ne disent pas qu'ils sont là pour 10 ans ou pour 15 ans. Et pour l'instant, on est toujours dans un cadre démocratique ou dans une volonté de revenir à un moment donné à un cadre démocratique. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire aussi que leur décision, peut-être à eux, est irréversible, mais le retrait de ces trois pays de la communauté, lui, il est bien réversible parce qu'au fond, rien ne dit que d'autres dirigeants qui vont arriver à un moment donné dans ces trois pays ou dans un ou deux de ces trois pays ne vont pas revenir sur la décision de retirer leurs États de la CEDEAO. Merci beaucoup, Gilles. Et tout à l'heure, parlons des éléments explicatifs du retrait de ces pays. Vous avez mentionné, au-delà des accusations qui sont faites par les dirigeants militaires à l'encontre de la CEDEAO, les erreurs de l'organisation. Donc, est-ce qu'on doit comprendre par là que ce retrait n'est pas de l'entière responsabilité de ces pays-là, mais que l'organisation elle-même a eu des failles à un moment donné dans sa relation avec ces pays-là qui peuvent aujourd'hui expliquer la situation dans laquelle on se retrouve? Oui, l'organisation a commis des erreurs. Je pense il faut le reconnaître. Alors, mais une fois qu'on dit ça, ça ne veut pas dire que, elle est responsable du retrait de ces trois pays. À nouveau, je pense que même lorsqu'une organisation qui est incarnée à un moment donné par un certain nombre de dirigeants, même lorsque ces dirigeants prennent des décisions qui ne sont pas les bonnes, c'est rare qu'on décide de quitter l'organisation, une organisation à nouveau qui existe depuis une cinquantaine d'années et ces trois pays sont des membres fondateurs de la CEDEAO. Donc, lorsqu'on estime qu'il y a des changements à faire au sein de l'organisation, on peut, disons, mettre en avant ces changements et défendre ses positions en interne. Et on peut aussi, à nouveau, comprendre et accepter que on peut être d'une certaine manière exclu des instances de décision pendant un
certain temps, mais sans remettre en cause l'appartenance de l'État à l'organisation, parce que cela a des implications notamment pour les populations de ces trois pays. Donc, je pense qu'il faut vraiment hiérarchiser les responsabilités. La responsabilité première, tout de même, de ce retrait, c'est bien celle des dirigeants militaires de ces pays. Et peut-être que ce que je n'ai pas dit qui est quand même très important, j'ai répondu tout à l'heure par rapport aux raisons que ces dirigeants mettent en avant pour justifier leur départ de la CEDEAO, mais en fait, peut-être que la raison réelle, la première en tout cas, ce n'est aucune des trois que j'ai citées précédemment. La principale raison, je pense la plus importante, si on se place du point de vue de ces dirigeants militaires, c'est le fait de vouloir se libérer de toute contrainte extérieure par rapport à la conduite de ce qu'on peut encore appeler des périodes de transition, même lorsqu'elles sont indéterminées. Et en sortant de la CEDEAO, ben, ces dirigeants, disons, se libèrent de tous les principes, notamment du protocole de la CEDEAO, et évidemment n'ont plus du tout de pression qui viennent d'une organisation régionale ou même de toute autre organisation par rapport à la conduite de leur pays. Donc, évidemment, l'argument qui est mis en avant, c'est celui de la souveraineté, mais là aussi, dans beaucoup de discussions, je pense que beaucoup oublient que lorsqu'on est dans une organisation régionale comme la CEDEAO, on a forcément assumé, on a forcément décidé d'abandonner une partie de sa souveraineté. Le fait d'adhérer à la CEDEAO, à ces protocoles, n'enlève pas la souveraineté, mais évidemment, ça veut dire qu'on accepte que dans un certain nombre de domaines, une organisation régionale devient compétente et finalement, elle s'impose ou ces textes s'imposent aux États membres. Et donc, aujourd'hui, le fait de dire, ben, en fait, la CEDEAO n'aurait pas dû s'intéresser à la gestion interne du pays, c'est totalement un contresens par rapport à l'adhésion même à une organisation régionale et au fait que ces États, leurs dirigeants à l'époque avaient signé tous les textes, évidemment, qui gouvernent la CEDEAO, y compris le protocole additionnel. Et d'ailleurs, des personnalités maliennes et des autres pays de la région ont joué un rôle majeur dans l'évolution de la CEDEAO pour qu'on en fasse aussi une communauté qui soit assise, bâtie sur un certain nombre de principes de convergence constitutionnelle. Merci beaucoup, Gilles. Alors, peut-être l'avant-dernière question que je vais poser pour cette partie, c'est pour revenir un peu sur les conséquences immédiates de ce retrait pour la CEDEAO, pour l'organisation elle-même et pour ses différentes institutions, et quelles sont les implications pour le fonctionnement de l'organisation dans le domaine politique, social et commercial. Oui, alors là aussi, il y a peut-être quelques degrés de complexité. Alors la première chose, c'est que ces trois pays sortent de la CEDEAO, mais pour l'instant, les dirigeants n'ont pas pris de décision par rapport à leur appartenance à une autre organisation ouest-africaine qui est d'une certaine manière, un sous-groupe de la CEDEAO, c'est l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est composée de 8 pays majoritairement des anciennes colonies françaises qui utilisent le franc CFA et la Guinée-Bissau est le seul pays, disons, lusophone, ancienne colonie portugaise qui a rejoint l'Union économique et monétaire ouest-africaine et qui partage donc aussi aujourd'hui la monnaie, le franc CFA. Donc, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont tous les trois membres de l'UEMOA et leurs dirigeants n'ont pas annoncé pour l'instant de volonté de quitter l'UEMOA. D'une certaine manière, on le comprend parce que quitter l'UEMOA signifie notamment abandonner le franc CFA, leur monnaie actuelle, et ne peuvent abandonner une monnaie que s'il y a une autre qui est prête. Donc, soit des monnaies nationales, soit une monnaie dans le cadre peut-être de la Confédération des États du Sahel, mais évidemment, ça demande du temps, de la préparation. C'est beaucoup plus complexe de sortir d'une union monétaire que de sortir de la CEDEAO, qui est un cas d'intégration important, mais qui en fait n'est pas aussi avancé que celui de l'UEMOA, puisque dans l'UEMOA, vous avez une union en fait douanière, vous avez la liberté de circulation des biens des personnes, vous avez des politiques sectorielles communes et vous avez en plus une monnaie commune. Ça veut dire que vous avez aussi une banque centrale commune, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Dakar. Donc, vous avez en fait tout un système financier
qui a été bâti dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et pour l'instant, tant que ces trois pays ne sortent pas de l'UEMOA, en réalité, ils préservent quand même une grande partie des avantages économiques et financiers liés à l'intégration dans le cadre de l'UEMOA. Après, évidemment, dans les relations entre chacun de ces pays et les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'UEMOA, on pense au Nigeria ou au Ghana, là, évidemment, le fait qu'ils sortent de la CEDEAO va impliquer une négociation d'accords bilatéraux avec, voilà, avec le Nigeria, avec le Ghana, avec euh, d'autres pays, tous les pays qui sont en Afrique de l'Ouest et qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Mais très clairement, l'appartenance, l'existence de l'UEMOA et la superposition de l'UEMOA et de la CEDEAO, clairement offre, disons, limite d'une certaine manière les risques immédiats sur le plan économique pour les trois États sahéliens, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde leurs échanges, on voit bien qu'ils ont beaucoup plus d'échanges avec les autres pays membres de l'UEMOA qu'avec les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Je dirais, à l'exception peut-être du Niger, qui a une longue frontière avec le Nigeria et qui a des relations économiques très importantes avec le Nigeria. Donc, évidemment, là aussi, il va falloir avoir des accords bilatéraux, sachant qu'une partie importante du commerce aussi est informelle. Et donc, finalement, je ne pense pas que ce sera très, très gravement affecté par le départ d'un pays comme le Niger de la CEDEAO. Mais une fois qu'on a dit ça par rapport à l'UE, moi, évidemment, la CEDEAO, ce n'est pas que la libre circulation, ce n'est pas que la dimension économique, ce sont des politiques sectorielles sur le plan de l'agriculture, même sur le plan de la santé. Il y a une organisation ouest-africaine de la santé qui, en fait, qui est basée aujourd'hui au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso. Vous avez tout un ensemble d'agences spécialisées de la CEDEAO qui sont dans des domaines très concrets. Et donc, ben, tous les trois pays ben, ne seront plus membres non plus de toutes ces agences spécialisées qui sont liées à la CEDEAO. De manière concrète aussi, il y a des fonctionnaires du Mali, du Niger, du Burkina Faso qui travaillent au sein de la commission et des agences spécialisées et qui vont devoir aussi qui vont devoir quitter leur fonction. Et ça fait partie des questions concrètes qui doivent être discutées maintenant entre la CEDEAO et ces trois États. Il y a aussi le déplacement justement des agences spécialisées qui sont basées dans des pays de l'AES. Ben, évidemment, s'ils ne sont plus membres de la CEDEAO, il faudra que ces agences déménagent. Et j'ai mentionné l'Organisation ouest-africaine de la santé, mais il y a aussi d'autres centres pour la jeunesse notamment qui sont basés dans d'autres pays du Sahel. Donc, tout ça va devoir faire l'objet de négociations. Mais je pense que je vais terminer sur ça par un élément qui me semble être très important, c'est que euh, on est aujourd'hui dans une forme de réflexion sur des impacts à court terme et on peut dire, oui, à court terme, c'est peut-être pas extrêmement important pour les populations sahéliennes, mais en fait, oui, ce qui est important, c'est pas que le court terme. La CEDEAO, c'est un projet d'intégration, ce sont des possibilités de faire beaucoup mieux. À nouveau, j'ai parlé de politique sectorielle sur le plan agricole, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif. Donc, c'est la remise en cause lorsqu'on sort d'une telle organisation. On ne doit pas tenir compte simplement de ce que l'organisation a fait et n'a pas fait pendant 50 ans. On doit tenir compte du fait que c'est un cadre qui est déjà existant et qui peut être amélioré, qui peut permettre de faire des choses beaucoup plus importantes pour la région dans les prochaines années, dans un monde qui est un monde aujourd'hui de blocs économiques et de blocs politiques. Donc, c'est le véritable enjeu, c'est pas simplement les enjeux de liberté de circulation et de commerce à court terme. Le véritable enjeu, c'est l'affaiblissement collectif de la région de par la décision des dirigeants de ces trois pays. Merci beaucoup, Gilles. Alors, juste une dernière question de mon côté. Il y a une période de 6 mois qui est prévue pour la poursuite de la médiation avec les présidents sénégalais et togolais. Est-ce que vous pensez que cette période de 6 mois de médiation va permettre de faire un changement de position et de faire revenir les trois pays sur leur décision de retrait? Et est-ce que c'est une période qui est prévue par les textes de la CEDEAO elle-même?
Alors, la dernière partie de la question, hein, c'est facile, ce n'est pas prévu par les textes de la CEDEAO. Ce que les textes de la CEDEAO prévoient, c'est effectivement ce délai d'un an entre le moment où des États officiellement informent la Commission de la volonté de quitter l'organisation. Donc, c'est ce délai d'un an qui se termine donc ce 29 janvier. Et ensuite, la décision qui a été prise de donner un délai de 6 mois, c'est en fait une décision politique de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Je pense que le fait que ce ne soit pas prévu par les textes, dans ce cas-là, ne pose pas de problème parce qu'au fond, c'est une manière pour l'instance politique de décision de la CEDEAO de dire nous souhaitons que vous restiez, nous allons continuer à mener des efforts peut-être pour expliquer que malgré les tensions, malgré les différences, il est important de maintenir la cohésion au sein de la région et de rester dans la CEDEAO. On voulait surtout la possibilité, et c'est le véritable en fait sens de ces 6 mois, c'est de dire si dans ces 6 mois, ces États, leurs dirigeants décidaient de faire revenir leur pays dans la communauté, ils n'auraient pas à faire toutes les formalités d'adhésion. Alors qu'au terme de ces 6 mois, ben, s'ils ne reviennent pas sur leur décision, quand ils voudront revenir, s'ils veulent revenir un jour, il faudra en fait refaire toute la procédure comme si un nouvel État devait adhérer à la CEDEAO. En fait, c'est la véritable différence entre l'application stricte du délai d'un an et cette extension de 6 mois. C'est à nouveau pour dire, au fond, le retour serait automatique s'il intervient avant la fin juillet de cette année. Mais comme vous l'avez sans doute suivi, même ce délai de 6 mois qui a été accordé, il y a une réaction plutôt négative de la part des trois États puisqu'ils ont estimé qu'ils n'ont pas été consultés sur le délai et qu'ils avaient déjà décidé de partir et que leur décision était totalement irréversible. Donc, je ne crois pas trop que les 6 mois vont permettre en réalité d'avoir de véritables efforts de discussion qui pourraient aboutir au retour de ces États. Je pense qu'on s'oriente plutôt vers l'utilisation de cette période pour discuter des modalités concrètes de leur retrait, des questions que j'ai abordées tout à l'heure par rapport au sort des fonctionnaires et par rapport au sort des agents spécialisés et aussi aux relations qui vont devoir s'établir entre les États de l'AES et la CEDEAO collectivement ou les relations bilatérales qui devront être établies si l'AES en tant que bloc ne négocie pas avec la CEDEAO en tant que bloc. Merci beaucoup, Gilles, pour ces premiers éléments qui sont très clairs et qui nous permettent de mieux comprendre le contexte et les effets immédiats du retrait de ces pays de la CEDEAO. Donc, avant de passer la parole à Babacar pour la deuxième partie, juste rappeler aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions qui seront relayées sur la box questions-réponses ou en utilisant le chat. Pour ceux qui souhaitent intervenir directement aussi, vous avez la possibilité de lever la main et votre micro sera activé le moment venu. Merci et je donne la parole à Babacar. Merci beaucoup Mariam, merci Gilles pour ces premières réponses. Alors peut-être avant de donner la parole aux participants qui sont nombreux aujourd'hui avec nous, deux questions rapides peut-être sur les perspectives justement de la CEDEAO et de l'AES. Et la première question Gilles, c'est quel type de relation vois-tu entre la CEDEAO et l'AES dans le futur? Et est-ce que tu penses que certains pays seront tentés de rejoindre plutôt l'AES dans cette configuration actuelle? Et c'est une des questions d'ailleurs qui a été posée par un des participants. Merci, Babacar. Alors, d'abord, peut-être quelques éléments factuels, parce que là aussi, dans les discussions, on parle aujourd'hui, notamment dans les articles des médias, une forme de comparaison entre les blocs, de rivalité entre le bloc de l'AES et le bloc de la CEDEAO. Bon. Sur le plan factuel, après le départ des trois pays, on se retrouve avec une CEDEAO avec 12 États membres. Bon. C'est quand même incomparable avec trois États membres pour l'Alliance des États du Sahel. Ensuite, lorsque vous regardez le poids économique des pays membres de la CEDEAO, vous avez quand même les principales puissances économiques de la CEDEAO, si on peut les appeler ainsi. Vous avez le Nigeria qui est en réalité de loin la puissance dominante, hein, c'est plus de 60% du PIB de la CEDEAO. Et évidemment, on connaît aussi la population du Nigeria. Donc voilà, il y a une seule grande puissance, disons, en Afrique de l'Ouest, sur le plan démographique et sur le plan
plan économique, c'est le Nigeria. Ça ne veut pas dire qu'elle se porte bien, cette puissance, mais sur le plan factuel, c'est un poids qui est très important. Donc, évidemment, le Nigeria est dans le reste, je dirais, de la CEDEAO. Vous avez la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont les deuxième et troisième économies. Bah, ce sont aussi des pays qui restent dans la CEDEAO. Euh, Vous allez avoir ensuite le Sénégal. Donc, le Mali, qui est l'économie la plus importante parmi les trois du Sahel. Voilà, c'est un pays important, mais sur le plan économique, à niveau, c'est pas comparable avec les gros pays de la CEDEAO. Sur le plan de la superficie, par contre, les trois États du Sahel inclut le Mali et le Niger, qui sont des pays extrêmement vastes. Et donc, les trois pays, en fait, constituent plus de la moitié de la superficie totale de la CEDEAO. Sur le plan de la population, vous avez à peu près presque 20% de la population de la CEDEAO qui correspond donc à celle des trois États du Sahel. Mais à nouveau, sur le plan économique, c'est moins de 10% du PIB régional qui est représenté par les trois États de l'AES. Donc, je pense qu'il faut rappeler ces chiffres simplement pour prendre la mesure tout de même voilà, des choses. C'est un véritable problème et c'est extrêmement regrettable que ces trois pays sortent de la CEDEAO, mais ce ne sont pas les trois pays les plus importants du bloc régional. Mais ça pose un véritable problème de continuité géographique et ça pose un problème simplement de remise en cause d'une intégration dans l'ensemble de l'espace ouest africain, dont je pense qu'elle est essentielle pour l'avenir des populations de la région. Quelles relations vont s'établir ensuite entre l'AES et la CEDEAO? D'abord, il faut bien se rendre compte qu'on est en train de parler de situations politiques qui restent très incertaines dans les pays du Sahel. Pas seulement dans les pays du Sahel, mais quand même beaucoup plus dans les pays du Sahel que dans les autres, parce que justement, lorsqu'on est dans une situation avec des régimes militaires, un des problèmes, quelle que soit parfois la bonne volonté peut-être des militaires en arrivant au pouvoir, c'est que ça crée forcément de l'instabilité et de la fragilité. Parce que dans ces trois pays, finalement, les militaires qui sont au pouvoir ne sont pas plus légitimes que d'autres militaires qui pourraient estimer qu'eux aussi, ils peuvent faire mieux, par exemple, sur le terrain de la sécurité, puisque c'est l'argument qui a été mis en avant. Donc aujourd'hui, on n'a même pas, dans le cas du Niger, on n'a même pas d'institution de transition, d'architecture de transition qui soit complète, puisqu'on n'a pas l'équivalent d'un Conseil national de transition au Niger. Au moins au Burkina Faso et au Mali, on a des institutions de transition qui ont été mises en place. Et au Mali, on a une nouvelle constitution euh, et même au Mali, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risques militaires et de risques d'instabilité. Donc, on est aujourd'hui en 2025 encore dans une situation d'incertitude politique dans chacun des trois États du Sahel. Et ça veut dire qu'évidemment, même par rapport aux relations entre ces trois États et la CEDEAO, bah, il suffirait d'un changement politique dans un de ces pays pour que ça puisse remettre en cause disons, la direction qui est actuellement prise. Ensuite, il faudra des négociations et je pense que la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères des trois pays du Sahel, justement, traduisait une volonté pour ces trois pays d'avoir une approche commune de négociation avec la CEDEAO. Pour qu'en fait, parce que les textes de la CEDEAO ne prévoient pas de négociation avec trois pays ensemble. Les textes de la CEDEAO permettent d'avoir des négociations avec le pays qui a décidé de quitter l'organisation, les pays individuellement. Ce que ce que les dirigeants de l'AES essaient de faire, c'est de dire, au fond, on est solidaire, on a créé une confédération et on voudrait négocier peut-être en tant que bloc AES avec la CEDEAO. C'est pas certain que les dirigeants de la CEDEAO vont accepter de discuter avec un bloc. Ils pourraient dire qu'à nouveau, ils vont discuter individuellement avec les dirigeants des trois États qui quittent l'organisation. Donc, on a encore beaucoup d'incertitudes aussi sur la forme que vont prendre les discussions entre les États du Sahel et la CEDEAO. Peut-être un autre élément qui va être important, c'est bien sûr l'attitude des différents autres États de la région. On sait qu'il y a des pays qui semblent être plus proches de ceux de l'AES, ou en tout cas des dirigeants qui sont plus proches de ceux de l'AES. On pense en particulier au Togo, puisqu'il y a une déclaration tout à fait publique du ministre des Affaires étrangères tendant à dire que le Togo pourrait rejoindre l'AES si le Parlement togolais le décidait, le président togolais le décidait.
projet et que les populations togolaises seraient à 70% favorables à cela. Bon, cela montre bien qu'il y a, disons, au moins cet État membre de la CEDEAO qui a une forme de proximité avec l'AES, alors même qu'il est censé être un des médiateurs de la dans cette crise. Donc, évidemment, toutes les positions des différents États, la position du Nigeria va être particulièrement importante. C'est le pays le plus important dans la CEDEAO, mais la position du Ghana, qui a un nouveau président qui semble être en tout cas enclin à discuter davantage avec les dirigeants militaires. Le dirigeant burkinabé était à l'investiture du président Mahama. Ça veut dire aussi une possibilité peut-être d'avoir une approche plus souple au niveau de la CEDEAO en direction des États du Sahel dans les discussions. Mais pour moi, parce que j'ai quelques questions là-dessus, c'est de dire le Togo et le Ghana sont proches de l'AES. Je pense que pour l'instant, il faut faire une différence entre la position togolaise qui n'est pas nouvelle et la position ghanéenne qui n'est pas encore très claire. Et le fait à nouveau de dire il faut absolument dialoguer, il faut avoir de bonnes relations avec des voisins. Le Burkina Faso est un voisin immédiat du Ghana. Je pense que c'est tout à fait logique et tout à fait raisonnable comme posture pour le nouveau président ghanéen qui a nommé un envoyé spécial pour les pays de l'AES. Cela ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une forme de proximité politique entre le nouveau leadership au Ghana et les dirigeants de l'AES. Alors, dernière question avant de relayer les questions des participants et à donner aussi la parole. C'est cette question sur les réformes les plus urgentes de la CEDEAO. On a beaucoup critiqué la CEDEAO sur cette nécessité justement de se réformer, notamment dans les cas de critiques sur la gestion des coups d'État, mais aussi les crises liées au troisième mandat. Aujourd'hui, selon toi, quelles sont les réformes les plus urgentes à initier au sein de la CEDEAO? Merci beaucoup. C'est une question très importante. Ça pourrait prendre beaucoup de temps pour développer là-dessus parce que en réalité, il y a beaucoup de points de réforme qui sont déjà dans beaucoup de documents. Je regardais justement un rapport de l'International Crisis Group auquel j'ai directement contribué il y a quelques années. Le rapport a été publié en avril 2016 et il s'appelait Mettre en œuvre l'architecture de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest. C'est un rapport en fait centré sur la CEDEAO, à la fois sur les questions de paix et de sécurité, mais aussi de manière plus générale sur le fonctionnement de l'institution. Et si je regarde simplement les premières recommandations que j'avais faites à l'époque dans le cadre de ce travail, elle consistait à dire qu'il fallait justement réaffirmer le caractère prioritaire et irréversible de la mise en œuvre du projet de réforme institutionnelle de la CEDEAO qui a été proposé en 2013. En fait, vous avez même un cabinet extérieur qui avait été recruté, qui a fait tout un travail pour proposer justement des réformes institutionnelles au niveau de la CEDEAO, de la Commission, des agents spécialisés, de la direction des affaires politiques, etc. Et je pense qu'une grande partie de ces recommandations étaient étaient en tout cas de très bonnes recommandations qui allaient dans le bon sens. Le problème, c'est que ces réformes n'ont jamais été mises en œuvre et on revient très vite à la responsabilité première qui est celle des États membres et en particulier du leadership politique et des chefs d'État et de gouvernement des États membres. Vous avez beaucoup de propositions qui ont été faites y compris au sein de la commission de la CEDEAO, et qui généralement ne sont pas mises en œuvre parce que la volonté politique des États membres manque généralement. Et l'une des premières recommandations également qui avait été faite, elle était adressée au président du Nigeria en estimant que la diplomatie nigériane devait, disons, être revigorée et que le Nigeria devrait montrer beaucoup plus d'intérêt justement pour la CEDEAO et pour porter l'intégration régionale. Et ça me permet vraiment d'insister sur un point qui me semble être extrêmement important. On discute de la CEDEAO comme si la CEDEAO pouvait fonctionner sans ses États membres, comme si toute organisation régionale ne reposait pas d'abord sur la volonté politique des États membres. Ce sont les États membres qui prennent des décisions au niveau politique, ce sont les États membres qui décident des moyens qu'ils donnent
à l'organisation régionale. Ce sont les États membres qui décident de la marge de manœuvre dont vont bénéficier les dirigeants de la commission de la CEDEAO et donc tout revient en fait aux États membres. Lorsqu'on regarde le bilan de la CEDEAO, il y a un excellent document qui a été fait à l'occasion des 40 ans de la CEDEAO, il y a une dizaine d'années donc. Ce document montre très clairement que la première faiblesse de la CEDEAO, c'est d'abord le manque de mise en œuvre des décisions de la CEDEAO par les États membres. Si vous prenez la liberté de circulation, parce que ça parle à tout le monde, lorsque vous êtes harassé au niveau des frontières, en réalité, ce n'est pas la responsabilité de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO. Ce sont les douaniers de chaque État membre qui vont en fait violer les textes de la CEDEAO en demandant des paiements qui sont absolument illégaux. Et donc, on revient là encore à une responsabilité des États membres. Aucune organisation régionale ne remplace, ne se substitue à la volonté politique, à la capacité des États membres. Et donc ça, c'est un point important parce que ça veut dire que même s'il y a toute une série de réformes qui peuvent être faites et qui doivent être faites au niveau de la CEDEAO pour la rendre plus efficace, tant qu'on n'aura pas un leadership très fort au niveau du Nigeria, un véritable intérêt pour porter la CEDEAO, relancer l'intégration régionale et qu'on n'aura pas aussi au niveau des autres États membres cette volonté politique, ben, on peut faire des réformes au niveau de la Commission. Ça va être très limité en termes finalement d'efficacité sur le terrain. Tout ce qui est décidé par une commission doit être mis en œuvre ensuite au niveau des États membres. Et quand vous n'avez pas de volonté politique, que vous avez des pouvoirs politiques qui sont soit illégitimes, soit corrompus, soit inefficaces, évidemment, vous n'allez pas avoir de résultats au bénéfice des populations. C'est pour ça que tout le discours sur la CEDEAO des peuples, c'est très intéressant, c'est très bien, mais il ne peut pas avoir de CEDEAO des peuples s'il n'y a pas d'abord une CEDEAO avec des États membres qui y croient vraiment et qui sont eux-mêmes très sérieux dans leur volonté de travailler au renforcement de l'intégration régionale. La CEDEAO des peuples ne peut pas se faire indépendamment de leadership politique et des processus politiques internes des États membres. Et c'est pour ça, et je vais peut-être finir là-dessus, c'est pour ça que pour moi, et là aussi c'était présent dans ce rapport, l'un des changements à faire au niveau de la CEDEAO, c'est de se dire, au fond, la CEDEAO doit pouvoir accompagner les États membres les plus faibles, les plus fragiles, dans le renforcement de leurs institutions. Et ça, évidemment, c'est très difficile parce que les États membres, généralement, n'en veulent pas. Les dirigeants n'en veulent pas parce que, justement, ils sont accrochés à la souveraineté nationale. Et donc, dès lors qu'une organisation sous-régionale veut orienter des changements sur le plan politique et institutionnel, renforcer, par exemple, la justice et s'assurer, par exemple, que les juridictions constitutionnelles font leur travail, il va y avoir des résistances et il y a toujours des résistances de la part des leaders politiques des États membres. Et c'est pour ça que les véritables réformes, les véritables changements ne pourront, de mon point de vue, intervenir que si les citoyens aussi, les organisations de la société civile, les think tanks et tous les citoyens se mobilisent justement pour qu'on ait ces changements. Mais je le répète et je termine là-dessus, on ne peut pas espérer avoir une CEDEAO qui fasse des miracles, qui soit bien gérée, qui ait de superbes règles de recrutement et de gestion de ressources humaines, si au niveau des États membres, on a des défaillances que nous connaissons tous au niveau du fonctionnement de nos États. Merci Gilles pour ces propositions de réforme qui sont vraiment qui doivent s'annoncer dans les prochaines années, les prochains mois, parce que c'est vrai que voilà, dans la discussion, il y a beaucoup de personnes qui parlent de réformer la CEDEAO pour arriver à de nouvelles étapes. Peut-être prendre les premières questions. Je vois des mains levées. Babacar, Alors, oui. oui, peut-être juste avant parce que je veux encore clarifier davantage, parce que cela me semble être vraiment un peu peut-être le cœur de la discussion. D'abord, je crois que la CEDEAO a besoin de réformes, mais qu'il ne faut pas mélanger deux sujets. C'est-à-dire que les réformes de la CEDEAO, ce n'est pas pour s'accommoder avec notamment les dirigeants militaires actuels ou ceux qui, en fait, qu'ils soient militaires ou civils, à la tête de certains États de la région, ne croient pas à la démocratie ou en tout cas ne croient pas beaucoup à l'état de droit, à l'indépendance de la justice, à l'augmentation du champ de liberté de leur population. Parce qu'aujourd'hui, une des menaces, c'est de dire
comme on a des États qui sont en train de quitter la CEDEAO, pour maintenir l'organisation, il faut renoncer à son agenda politique et renoncer au protocole additionnel et renoncer finalement donc à un certain nombre de valeurs que l'organisation a essayé d'incarner. Même si elle n'a pas réussi, elle ne réussit pas nécessairement à gérer toutes les crises politiques et à imposer d'une certaine manière ses principes d'état de droit, il vaut mieux, de mon point de vue, avoir une organisation régionale qui a quand même un cadre qui permet notamment aux citoyens de s'appuyer sur ces protocoles pour demander de la démocratie et des libertés dans leur État. Je rappelle qu'il y a une Cour de justice de la CEDEAO. C'est un instrument extrêmement puissant pour justement permettre aux citoyens de tout État membre de pouvoir saisir une juridiction au niveau régional et elle peut le faire même lorsque le processus au niveau national n'est pas arrivé à terme. Donc, c'est quelque chose de très précieux qui, de mon point de vue, doit être conservé. Mais on voit bien à nouveau que aujourd'hui, je pense, dans tous ceux qui disent qu'il faut réformer la CEDEAO, il faut faire très attention parce que je pense qu'il y a plusieurs agendas qui sont très, très différents. Il y a ceux qui veulent la renforcer pour renforcer effectivement le caractère démocratique et renforcer les libertés des citoyens. Il y a ceux qui veulent réformer la CEDEAO pour la recentrer exclusivement sur l'agenda économique et commercial et finalement pour que, sur le plan politique, chacun fasse un peu ce qu'il veut chez lui. On se rend compte aujourd'hui de ce que ça veut dire. On ne l'a pas dit, mais dans ces pays du Sahel, mais aussi en Guinée, qui est dirigé par un régime militaire, la réalité, c'est qu'on a quand même des gens qui sont enlevés, parfois des familles qui sont menacées, on a des acteurs de la société civile qui sont emprisonnés. Donc, c'est aussi ça la réalité. La question, c'est de savoir si on veut se libérer de tout cadre qui permet de limiter dans l'espace ouest-africain les violations des droits humains et les libertés des citoyens. Merci Gilles pour cette précision qui est importante. Alors, nous allons donner la parole maintenant à nos participants. Je vois beaucoup de mains levées. Il y a aussi des questions. Pape, si tu peux ouvrir le micro de Monsieur Yala Sangaré. Et merci beaucoup. Allez-y. Je voulais juste savoir, je me rappelle que le président ATT disait toujours on se concentre sur les crises dans les pays du Sahel, mais il y a quand même des crises à la frontière du Bénin, du Burkina Faso, à la frontière du Togo et du Burkina Faso, au Nigeria avec Boko Haram, tout ça. Donc, je voulais juste savoir parce que est-ce que la sortie de la CEDEAO, finalement, de ces trois pays de la CEDEAO va affaiblir la coopération militaire? Parce que le problème de l'insécurité, quand même, touche toute l'Afrique de l'Ouest, si on regarde ça. Peut-être à l'exception du Sénégal, tous les autres pays sont frappés. Donc, comment vous voyez ça, la nécessité d'un côté de garder un espace économique, mais aussi la coopération militaire? Merci. Merci, monsieur. Gilles, tu peux répondre directement. Oui, mais merci et merci, M. Sangaré. Je crois que très clairement, le départ de ces trois pays de la CEDEAO fragilise la coopération sur le plan militaire, je dirais sur le plan sécuritaire, hein, pour être encore un peu plus large, parce que je pense que la question de la sécurité, justement, dépasse le cadre des réponses strictement militaires. Et je pense aussi que ce qu'on oublie par rapport à la CEDEAO, c'est que c'est un cadre qui permet depuis des années, des décennies, en fait, justement, à différents niveaux, y compris à des niveaux techniques, au niveau des pays membres, de se rencontrer. Vous avez des réunions des chefs de la police, vous avez des réunions des chefs des services de renseignement, vous avez des réunions des chefs d'état-major des armées. Et donc, une organisation régionale, en fait, c'est d'abord son premier bénéfice, c'est la paix. C'est le fait de limiter de manière considérable les risques d'affrontement direct entre des États. Et on oublie souvent, parce que lorsqu'on observe plus des guerres entre États, on oublie que c'est parce que justement, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour que les gens se connaissent mieux, puissent discuter de leurs intérêts, qui sont parfois contradictoires, mais qu'il y ait un cadre, justement, qui permet de discuter de ces intérêts dans le cadre régional et d'éviter d'en arriver à des affrontements directs. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe
justement du côté de l'Afrique centrale. En réalité, vous allez voir que c'est justement aussi la faiblesse des dispositifs d'intégration qui, disons, favorisent davantage, y compris des conflits entre États par groupes armés interposés. Donc, c'est quand même un élément très, très important d'efficacité de la coopération sécuritaire, le fait d'avoir une organisation comme la CEDEAO. Alors, mais par contre, ça ne veut pas dire que sans la CEDEAO, on ne peut pas avoir de coopération sur le plan sécuritaire. Donc, les pays de l'AES ont décidé de se mettre ensemble justement pour mutualiser leurs forces. Je pense que personne ne peut reprocher à 3 pays de la région qui font face à des situations d'insécurité de dire on va renforcer notre coopération, on va peut-être même faire une armée commune, etc. Je crois qu'on ne peut pas leur reprocher cela. Par contre, ce qui est clair, c'est que la réponse à l'insécurité dans les pays du Sahel, comme la réponse à l'insécurité dans le nord des pays côtiers, le Bénin, le Togo, le Ghana, il est très clair qu'elle ne sera vraiment efficace que si on a une coopération qui inclut et le Sahel et les pays côtiers. Parce que les groupes armés, eux, ils sont totalement transnationaux, ils se jouent des frontières et leur logistique, et ça d'ailleurs l'Institut d'études de sécurité le montre depuis des années, la logistique des groupes armés elle passe par les pays côtiers également. Il faut avoir des motos, il faut avoir du carburant, etc. Donc la réponse de toute façon ne sera efficace que dans un cadre qui permet au maximum d'États de la région de coopérer. Alors, ils peuvent le faire dans le cadre de la CEDEAO, mais ils peuvent aussi le faire dans d'autres cadres. Il y a l'initiative d'Accra qui est une initiative qui a été mise en place depuis de nombreuses années où vous avez des pays côtiers et vous avez des pays du Sahel. C'est un cadre qui pourrait permettre de continuer ou de relancer la coopération sécuritaire malgré à nouveau les départs de ces 3 pays de la CEDEAO. Et peut-être le dernier élément, c'est de dire c'est pas seulement le départ de ces pays de la CEDEAO qui pose problème, c'est les conditions de ces départs et l'animosité entre les dirigeants au niveau de la région, parfois des pays voisins. Parce que si vous aviez d'une certaine manière d'assez bonnes relations bilatérales, on peut se dire finalement, hors de la CEDEAO, hors du cadre de la CEDEAO, ces États pourront coopérer sur le plan sécuritaire sans des problèmes majeurs. Mais on sait bien aujourd'hui qu'il y a des tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, entre le Bénin et le Niger. Et ça veut dire aussi qu'il y a une véritable difficulté à coopérer parce que la coopération sécuritaire, elle implique aussi d'avoir quand même un minimum d'entente sur le plan politique au plus haut niveau de ces États. Merci, Gilles. Madame Diakoumpa Gassama, vous avez la parole pour votre question. Merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être avec vous. Moi, c'est pour un témoignage et vraiment une chose que j'ai l'impression qu'on oublie tout le temps dans le débat. J'ai eu l'honneur, et le mot, je le pèse, d'être témoin du déploiement de la force conjointe en mars 2024. J'étais sur la route entre Kaya et Ouaga et on les a vus passer. Et pour une personne comme moi, beaucoup d'entre vous me connaissez, qui est défenseuse des défenseurs, défenseuse de la paix, je dois reconnaître qu'il y avait une fierté incroyable de voir des nations se relever. Et justement, cette fierté que beaucoup de citoyens et citoyennes du Sahel nous communiquent chaque fois qu'on discute en nous disant, écoutez, c'est vrai, coup d'État, c'était peut-être pas la meilleure des choses, mais nous, on est content qu'enfin, on prenne les choses en main. Je me dis, ça ne doit pas nous faire oublier que forcément, vu les circonstances dans lesquelles ces régimes sont arrivés au pouvoir, il y a des choses qui disparaissent de notre vue. Et j'aimerais entendre de la part de Gilles et de toutes les personnes qui sont dans ces pays ce que vous pensez de l'état de la défense des droits humains dans ces pays. Et comment, de la même manière que les 3 régimes collaborent, est-ce qu'il y a une collaboration au niveau de la société civile, spécialement celle qui travaille autour des droits humains, pour pouvoir faire qu'ils rendent compte? Parce que la sortie de la CEDEAO, pour moi, bon, je ne veux pas être longue, donc je ne vais pas vous dire ce que je pense de la CEDEAO, mais de la sortie de la CEDEAO, Ouais. pour moi, l'important, c'est que c'est aussi la sortie des mécanismes de rendition des comptes par rapport à ce que vous faites en matière de droits humains. Un grand merci et désolé d'avoir été longue. Merci, Madame Gassama. J'ai un commentaire sur les propos de Madame Gassama.
Oui, merci beaucoup, Madame Gassama, pour la participation et ce témoignage qui est précieux. Euh, Peut-être deux ou trois choses. La première, c'est que oui, je crois que il y a un sentiment de fierté à voir une forme de retour de ces États, et y compris dans leur dimension militaire. Et moi, j'ai toujours été clair sur le fait que tout citoyen soucieux de sa sécurité préfère vivre dans un pays où il y a des forces armées capables, bien équipées, si possible quand même conscientes aussi du droit international et de la protection des civils. Mais on a besoin d'armées qui soient capables, on a besoin de forces de sécurité de manière générale qui soient capables qui ne meurent pas de faim sur le terrain. Et donc, d'une certaine manière, la montée en puissance des armées, notamment Mali et Burkina Faso, avec des achats d'équipements, avec de meilleures conditions aussi de solde pour les soldats, et de meilleures conditions pour les familles des soldats qui sont tués sur le terrain. Je pense que tout ça est absolument important. Ça remet sur place des États, et c'est important. Alors, ça ne veut pas dire, par contre, que la réponse militaire, le choix de la réponse est le bon. Je crois qu'une partie de la réponse passe par le militaire, et justement par l'augmentation des capacités des forces armées, mais très clairement, une partie de la réponse doit passer aussi par d'autres moyens, des moyens sécuritaires, non militaires, mais aussi par des moyens qui sont des moyens civils, des moyens de dialogue politique au niveau local, et évidemment aussi des programmes de relèvement économique, même si évidemment c'est très difficile lorsqu'on est déjà dans les zones d'insécurité d'avoir réellement une possibilité de relancer des économies locales. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes au niveau des pays sahéliens, de leurs dirigeants, c'est d'une certaine manière, malheureusement, ce qui arrive à beaucoup de militaires, c'est que leur horizon, c'est ce qu'ils connaissent. Et en fait, je ne pense pas qu'ils soient simplement suffisamment préparés pour faire face à l'ensemble des défis de la gestion d'un État, qui ne se limite pas à nouveau à la réponse militaire. Et c'est pour ça que dans des États démocratiques, vous avez bien sûr des militaires qui sont extrêmement puissants, mais vous avez au-dessus des autorités politiques qui doivent prendre en compte la dimension économique, la dimension sociale, et doivent prendre en compte les implications d'une réponse militaire mal maîtrisée. Parce qu'aujourd'hui, le risque aussi dans les pays du Sahel, au nord du Mali, comme notamment au Burkina Faso, c'est qu'on est en train, la réponse militaire est tellement brutale qu'elle est perçue comme ciblant des communautés entières, et que ça crée en fait la possibilité de rébellion armée. Et on le voit au nord du Mali, je ne vois pas de possibilité de paix durable s'il n'y a pas autre chose que simplement la réponse militaire. Et le dernier élément par rapport à ce que Mme Gassama a dit sur le plan de la défense des droits humains et de la possible coopération des sociétés civiles de ces États. Non, la réalité, c'est quoi aujourd'hui? La réalité, c'est que vous avez un acteur comme Moussa Changari au Niger qui se bat pour les droits humains et les droits économiques et sociaux depuis des décennies, et qui, de retour de voyage, voit des personnes qui ne s'identifient pas, qui viennent l'arrêter, l'enlever. Il disparaît pendant 24 heures ou 48 heures avant finalement qu'une procédure judiciaire ne soit enclenchée. Il est en prison depuis lors. Ce n'est qu'un exemple, mais vous avez des exemples comme ça au Mali, vous en avez au Burkina Faso. Également, c'est la réalité. Donc, comment voulez-vous que les acteurs aujourd'hui qui défendent les droits humains puissent se concerter et essayer de notamment peut-être d'influencer l'approche qui est prise par les dirigeants? Il n'y a pas d'espace aujourd'hui de liberté dans ces trois pays. Il y a bien sûr des différences entre les trois pays, mais dans les trois, et j'ajouterais la Guinée qu'il ne faut pas oublier, vous avez un véritable rétrécissement de l'espace civique. Les gens ont peur de s'exprimer beaucoup plus qu'avant, et même aujourd'hui, dans des webinaires, des tables rondes virtuelles que Wati organise, je dirais pour la première fois, on a parfois du mal à avoir des représentants des pays du Sahel, parce qu'à nouveau, ils ont peur de s'exprimer d'être menacés. Donc, c'est ça la réalité, hein. Le Burkina Faso, vous avez l'avocat Guy Wekam, qui est aussi dirigeant politique, qui a été arrêté depuis des mois et des mois. Il ne se passe absolument rien. Personne aujourd'hui ne peut en réalité influencer les dirigeants de ces pays par rapport aux questions de droits humains. Et c'est
pour ça, à nouveau, que il faut pas... je pense qu'il faut faire attention vraiment à la réalité et bien se rendre compte à nouveau que la direction qui pourrait être celle d'une CEDEAO qui décide de renoncer à nouveau à tous ces principes de droits humains et d'état de droit, cela ne pourra qu'augmenter les risques que d'autres pays de la région se retrouvent dans la même situation aujourd'hui que les pays du Sahel où il n'y a pas d'espace de liberté. Merci Gilles. Avant de continuer avec les personnes qui souhaitent prendre la parole, il y a des questions sur le chat aussi, dans l'espace discussion. Et notamment, il y a une question sur la sortie de la Mauritanie de la CEDEAO à l'époque en 2000. Et la question, c'est de savoir quelles étaient les raisons et si c'est différentes des raisons évoquées par les pays de l'AES aujourd'hui. Oui, alors en fait, je pense que j'avais commencé par ça tout à l'heure, mais sur la Mauritanie, alors c'était un départ en 2000 pour des raisons géopolitiques. C'était un choix pour la Mauritanie de se rapprocher des pays d'Afrique du Nord et de l'Union du Maghreb arabe à l'époque, et un choix, et j'expliquais en quoi est-ce que ce choix aussi était lié à la politique interne en Mauritanie, puisque depuis très longtemps, les militaires qui ont dirigé la Mauritanie sont plutôt de la communauté Maure et ont beaucoup plus de proximité avec les voisins, disons, d'Afrique du Nord qu'avec leurs voisins du Sud. Et on sait aussi les tensions violentes qu'il y a pu y avoir d'ailleurs entre le Sénégal et la Mauritanie. On sait aussi qu'il y a des épisodes internes en Mauritanie très, très violents qui ont abouti à l'élimination d'un certain nombre d'officiers, d'ailleurs négro-mauritaniens, comme on les appelle. Et donc, tout cela s'inscrivait à l'époque dans l'évolution du pouvoir politique en Mauritanie et à nouveau dans une recherche d'une proximité avec les pays d'Afrique du Nord dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe. Malheureusement, les tensions entre le Maroc et l'Algérie qui se sont accrues ont rendu impossible en réalité l'intégration dans le cadre de l'Afrique du Nord et c'est ce qui explique aussi en partie la volonté de la Mauritanie et même à un moment donné du Maroc de se rapprocher de la CEDEAO parce que évidemment il était très clair que l'intégration en Afrique du Nord allait être paralysée pendant longtemps et elle est toujours aujourd'hui. Donc on était dans un cas très différent du départ des trois pays du Oui, Sahel aujourd'hui de la CEDEAO. d'accord, merci pour cette précision. À présent, Monsieur Max Bill Akonjeles. Ouais. Merci et vraiment merci à Gilles pour cette opportunité qu'il nous a offerte. Alors, j'aimerais bien demander qui dit de la coopération bilatérale dans cette situation actuelle parce que ils nous souviennent que euh, lorsque monsieur le capitaine Traoré est arrivé à la tête du Burkina Faso, le président Talon était parti le rendre visite et le nœud de cet échange était la coopération militaire. Et il y a également eu une visite de commandement militaire à Niamey pour la coopération militaire, bien sûr, dans le cadre de la lutte antiterroriste. Mais maintenant qu'il y a une tension claire entre les États de l'AES et le Bénin, est-ce que toutes ces tentatives sont remises à zéro? Et quelles sont les perspectives en cela? Parce que les populations veulent en savoir plus. Ma deuxième question, c'est par rapport à la libre circulation des biens et des personnes. La CEDEAO existante n'a pas vraiment favorisé cela dans les faits parce que quand vous voyagez de Dakar à Lagos, vous voyez que la CEDEAO, ce n'est que sur le papier et que en vrai, les rançonnements les rackets n'ont jamais cessé. Et il n'y a personne pour rien dire. Moi, j'ai fait le trajet à Dakar, Lagos. Il n'y a qu'au Bénin que j'ai senti qu'il y a vraiment le respect des tests de la CEDEAO, où j'ai senti qu'il n'y a pas eu de rançonnement, de rackets. Mais sur le reste des pays, sur l'axe, il y a presque pas. Dans tous les pays, on vous raquette. Et donc, est-ce que sortie de la CEDEAO, cela a un impact vraiment sur les, 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 les nationaux de ces pays qui font des voyages dans la région? Merci beaucoup et merci à tous. Merci beaucoup. Gilles.
Oui, merci. Je vais peut-être commencer par la deuxième question parce que je pense que là aussi, ça permet de préciser des choses et de revenir vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, sur la nécessité, je pense, de faire la distinction entre la responsabilité d'une organisation régionale dans ce qu'elle peut faire et la responsabilité des États membres. Sur la liberté de circulation, d'abord, si la CEDEAO n'existait pas, la situation, il faut se poser la question, ce qu'on appelle le contrefactuel. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la CEDEAO, est-ce que, il y aurait plus de facilité pour les populations de circuler d'un pays à l'autre? Ce serait beaucoup plus compliqué. Il suffit d'aller en Afrique centrale, par exemple, où on n'a pas un cadre d'intégration aussi avancé que la CEDEAO pour bien se rendre compte qu'on a encore des visas entre certains pays voisins et que le seul fait qu'il n'y ait pas un besoin de visa d'entrée et qu'il faille seulement avoir un passeport ou normalement une carte nationale d'identité pour la plupart des pays. Au Nigeria, c'est parfois un peu compliqué avec la carte nationale d'identité, mais j'ai fait l'expérience assez récemment. Maintenant, heureusement, même au Nigeria, ils comprennent que la carte d'identité de la CEDEAO permet d'entrer librement, même s'ils préfèrent le passeport parce que ça permet voilà, de mettre un tampon, etc. Mais à nouveau, il faut toujours se poser la question du contrefactuel. Est-ce que la situation serait meilleure s'il n'y avait pas la CEDEAO et s'il n'y avait pas, sur le plan des textes, la liberté de circulation? Bien sûr, il y a du racket. Moi aussi, j'ai fait l'expérience il y a quelques années faire de Dakar. Dakar, Bamako par la route. Et ensuite, j'avais fait Bamako, Cotonou également par la route. Et je peux vous dire qu'effectivement, voilà, vous payez 1000 francs, notamment CFA, de part et d'autre des frontières. Et parfois, on vous demande le carnet de vaccination quelque part très loin de la frontière. Donc oui, il y a tout cela. Mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que ce n'est pas un problème d'abord au niveau des États membres? Et à nouveau, est-ce que c'est les agents de la CEDEAO qui doivent être au niveau des frontières et qui doivent s'assurer du respect des textes de l'organisation régionale? Lorsqu'en Europe, vous avez liberté de circulation, à partir du moment où c'est décidé, tout de suite, vous avez la chaîne politique et administrative qui permet de respecter ces textes au niveau des frontières. Donc, c'est la responsabilité politique au niveau des États membres et on ne peut pas à nouveau espérer que la CEDEAO se substitue au processus politique interne. C'est aux citoyens des États de la région de continuer à réclamer la liberté de circulation sur la base des textes. Mais si ces textes n'existaient pas, il n'y aurait même pas sur quoi s'appuyer pour faire un plaidoyer et pour dire respecter les textes de la CEDEAO. Donc, c'est pour ça à nouveau que je pense que malgré les difficultés de mise en œuvre d'un certain nombre de règles, il vaut mieux avoir la CEDEAO et des règles, y compris la carte brune qui permet à des voitures de circuler d'un pays à l'autre, etc. Il y a plein d'avantages. Je pense que dès lors qu'on les a, on ne se rend pas compte que ça n'existe pas dans beaucoup de régions, pas seulement d'Afrique, dans beaucoup de régions du monde, vous n'avez pas un cadre d'intégration aussi avancé que celui de la CEDEAO avec une dimension sectorielle à nouveau, avec une volonté d'avoir une politique agricole, d'avoir des réserves, par exemple, aussi pour faire face aux crises alimentaires. Donc, vous avez tout un ensemble de dispositifs qui existent. Ils ne sont pas très bien mis en œuvre. Il y a énormément d'inefficacité. Il y a des problèmes de qualité de ressources humaines. Mais est-ce qu'il faut détruire ce cadre ou au contraire essayer de l'améliorer progressivement en changeant ce qui doit être changé et en mettant la pression sur les États membres individuellement? Sur la première question sur les perspectives sécuritaires, la coopération entre les États, oui, je pense qu'effectivement, vous avez eu, par exemple, entre le Bénin et le Burkina au début, voilà, ces rencontres politiques pour qu'il y ait un cadre de coopération, mais qu'ensuite, on a bien vu effectivement des tensions très importantes et Bénin, Burkina, mais surtout Bénin, Niger, il y a une petite amélioration, mais on voit bien dans les discours politiques au plus haut niveau que la situation reste quand même tendue et les déclarations côté nigérien, par exemple, restent quand même euh, voilà, assez négative quant à la coopération, et puisque la frontière entre le Bénin et le Niger reste officiellement encore fermée, alors même que pour le coup, le pétrole, lui, maintenant, continue à passer du Niger vers le port au Bénin. Donc, il y a encore des difficultés. Ça ne pourra s'améliorer que au plus haut niveau si sur le plan politique, on a moins de déclarations acrimonieuses et qu'on se rend compte qu'il faut absolument coopérer. Mais je crois que
il y a aujourd'hui une posture au niveau des dirigeants militaires, quand même des États du Sahel, qui rend difficile la coopération. Il y a en particulier cette peur, je pense, réelle de la déstabilisation. Et je reviens à la faiblesse un peu congénitale des régimes militaires, c'est qu'il y a une peur, il y a une peur permanente qui est une tentative de coup d'État, appuyée peut-être par des voisins ou par des puissances extérieures. Et donc, on est aussi dans cette forme de peur, avec parfois le basculement de la peur à la paranoïa. Mais c'est vrai, il y a cela qui joue beaucoup et qui explique des postures à nouveau qui rendent très difficile aujourd'hui la coopération, notamment entre les pays côtiers et les pays sahéliens. Mais ça ne veut pas dire à nouveau que tout espoir est perdu, mais comme je le disais, il y a encore beaucoup d'incertitudes au cours des prochains mois. Et, euh, et je termine sur ça, sur le plan de la coopération sécuritaire. Je crois que c'est un domaine où il faut être extrêmement pragmatique. Quoi qu'on pense des régimes militaires, il faut de toute façon travailler à avoir un cadre de discussion et de coopération sécuritaire. À nouveau, indépendamment de la CEDEAO, il y a l'initiative d'Accra, il y a peut-être la possibilité à un moment donné d'avoir d'autres cadres de discussion, parce qu'à nouveau, la sécurité du Bénin, du Togo, elle dépend intimement de la sécurité de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso. Et ça ne va pas changer que le Burkina soit membre de la CEDEAO ou pas. Merci Gilles. Avant peut-être de redonner la parole aux participants, il y a des questions aussi dans l'espace discussion dans le chat. Et il y a une question aussi qui concerne un peu l'influence des puissances extérieures, justement, dans cette configuration actuelle entre la CEDEAO et l'AES, et il y a la Russie qui revient. Voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de cette influence grandissante des puissances extérieures dans ce qui se passe actuellement dans cette configuration? Oui, alors j'expliquais tout à l'heure qu'un des arguments mis en avant par les gouvernants militaires, c'était de dire que la CEDEAO était sous influence extérieure et notamment sous influence occidentale ou encore plus précisément sous influence française. Bon, c'est un fait que la France a joué un rôle très important sur le plan de la réponse militaire, mais aussi de la réponse politique à la crise au Mali, parce qu'effectivement, dans le sillage de son intervention militaire, elle est devenue un acteur quasiment décisif sur le plan du choix des options de résolution de la crise. Et on voit bien qu'effectivement, après une première période où elle fut acclamée au Mali, on a bien vu qu'ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué et que après 10 ans, très clairement, le bilan sur le plan sécuritaire n'est pas bon, que ce soit au Mali ou que ce soit dans les pays voisins, puisqu'on a eu une extension de l'insécurité du nord du Mali vers le centre et ensuite vers les pays voisins. Donc, quand on parle d'acteurs extérieurs, il faut parler de tous les acteurs extérieurs, donc de ceux qui étaient là depuis une dizaine d'années et des acteurs extérieurs plus récents, notamment la Russie. Une différence importante entre l'action de la France et ensuite des partenaires européens, etc., et celle de la Russie, c'est que celle de la Russie s'inscrit dans le cadre des choix politiques des États sahéliens, c'est-à-dire notamment le Mali, c'est-à-dire que la Russie, voilà, elle ne prend pas position sur l'option qui est choisie, mais elle, voilà, elle fournit des soldats ou des coopérants ou des mercenaires. Bon, c'est évidemment toujours difficile de trouver le bon qualificatif, mais en tout cas, elle met à la disposition de ces pays partenaires des forces combattantes et elle met à la disposition, pas vraiment gratuitement, des équipements. Et dans le cas du Mali, très clairement, ce sont quand même des forces qui sont combattantes, qui combattent aux côtés des forces maliennes et même si il peut parfois avoir aussi des tensions d'ailleurs avec les forces maliennes lorsque ces forces combattantes russes prennent beaucoup plus de place sur le terrain et parfois peut-être aussi commettent des violations des droits humains qui sont perçus comme étant inacceptables même par les soldats maliens. Mais à nouveau, tous ces acteurs extérieurs aujourd'hui jouent un rôle important au Sahel. Je pense que la question qu'il faut se poser, qu'on ne se pose peut-être pas, c'est au fond quelle est aujourd'hui
que chuchote la Russie aux oreilles des dirigeants militaires par rapport à une question comme la CEDEAO? Est-ce que un acteur comme la Russie a plutôt intérêt à l'affaiblissement de la CEDEAO ou plutôt à son renforcement? Est-ce que le fait d'avoir des États qui sont dans une approche beaucoup plus nationaliste, au contraire, ça n'ouvre pas évidemment davantage de possibilités d'influence à tous les acteurs extérieurs, pas nécessairement seulement à la Russie, mais lorsque vous avez en face le Mali ou lorsque vous avez en face le Burkina Faso, que vous avez en face en particulier des pouvoirs aussi politiques qui sont fragiles, vous avez évidemment une marge de négociation plus importante, vous avez un potentiel d'influence beaucoup plus important. Et c'est en cela que, de mon point de vue, on est en train d'affaiblir collectivement notre région en l'ouvrant davantage aux influences extérieures, en la rendant vulnérable aux influences extérieures, parce que c'est vrai pour les pays sahéliens, mais c'est vrai aussi pour d'autres pays qui peuvent plutôt être plus proches ou faire le choix des États-Unis ou le choix de la France ou le choix, disons, de l'Occident. C'est la même chose. On est en train d'avoir une Afrique de l'Ouest avec des pays qui font des choix très différents et parfois antagonistes de partenaires extérieurs qui sont par ailleurs en conflit ouvert parfois. Et ça ne fait que accentuer la fragilité de l'ensemble de notre région. La CEDEAO, justement, devrait être le cadre qui permette à des États de discuter des rapports qu'ils doivent avoir, que la région veut avoir avec les États-Unis, avec la France, avec la Russie, avec la Turquie. Si on avait ce cas de discussion, ben, ça permettrait de pouvoir s'entendre, au fond, sur le type de relation à nouveau qu'on veut bâtir. On peut tout à fait accepter que des pays puissent faire des choix différents de partenaires, mais je pense qu'il y a un besoin de position commune sur un certain nombre de principes pour éviter justement que ces acteurs extérieurs, finalement, ne fassent de la région un terrain de compétition géopolitique. Bon, c'est déjà le cas, hein, il faut bien le reconnaître. Merci, J'ai peut-être les trois dernières questions. On arrive bientôt à la fin de cette discussion virtuelle. Monsieur Abdoukan, vous avez la parole pour votre question. Bonjour à toutes et à tous. Très brièvement, je m'appelle Abdoukan, je suis un ancien fonctionnaire de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest pendant 15 ans, l'ancêtre de l'UEMOA et plus tard fonctionnaire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et j'ai donc passé toute ma carrière sur la problématique de l'intégration régionale. Alors, c'est beaucoup plus quelques commentaires et ajouts. D'abord, remercier M. Yabi et tout son staff pour cette initiative, pour cette réflexion à l'échelle régionale et peut-être beaucoup plus loin, et apporter aussi quelques points de vue, appréciations sur cette problématique qui se pose à nous. Personnellement, j'ai un ressenti assez fort par rapport à cette crise, parce que, comme je le disais tantôt, j'ai passé toute ma carrière sur l'intégration régionale, y compris à la CEAO, CEDEAO, Nations Unies, etc. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que évidemment, le point de départ de tout ça, ce sont les ruptures en série des ordres constitutionnels. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais l'épine que nous avons tous à nos pieds maintenant, ou le caillou dans notre chaussure, c'est cette approche conflictuelle, cette dimension de la confrontation qui a sous-tendu la création de l'AES. Et c'est là où se trouve la problématique majeure pour l'espace régional. Autrement, l'intégration, bon, ce n'est pas un événement. Nous le savons tous, c'est un processus qui a parfois des avancées, parfois des moments de pause, parfois des phases de recul, puis des relances, des accélérations, etc. Donc, ce n'est pas un chemin linéaire, il rencontre beaucoup d'obstacles en Afrique comme ailleurs dans le monde. Mais cette problématique, la conflictualité de l'AES, la posture de conflictualité, si elle avait été évitée, l'AES aurait pu avoir tout son sens dans et au sein de l'espace CEDEAO. Pourquoi? Parce que dans la dynamique de l'intégration régionale, il y a ce qu'on appelle les systèmes de coopération renforcés. Si nous prenons l'exemple de l'Union européenne, qui est un bloc de 27 pays, 28 il y a quelques années, il y a à l'intérieur des États qui coopèrent plus que le reste de l'Union européenne. Par exemple, la monnaie unique, ce n'est pas tous les membres de l'Union européenne qui sont membres, l'espace Schengen, etc. Ce qu'on appelle le système de coopération renforcée. C'est-à-dire, dans le cadre d'une institution régionale, si des pays veulent aller plus loin ou plus vite vers certains objectifs spécifiques, ils ont le lead pour y aller, tout en restant à l'intérieur du socle régional.
Donc, l'AES, si elle s'était positionnée dans cette dynamique d'institutions de coopération renforcée au sein de la CEDEAO, on se demanderait même pourquoi elle aurait pu faire l'économie même d'une nouvelle institution. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'autorité de l'aide de développement intégré des États du Liptako-Gourma. En tant que fonctionnaire de la CA, j'ai participé aux travaux de transformation structurelle de l'ancienne ALG, qui était autorité du Liptako-Gourma, à la nouvelle ALG, qui est autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. L'ensemble des territoires des 3 États, et en incluant dans son traité révisé les questions sécuritaires et de coopération militaire. Donc, une manière de dire que tout ce que l'AES semble vouloir apporter existait déjà du point de vue institutionnel et juridique au sein de l'ALG révisée. On aurait pu faire l'économie de cette nouvelle institution-là si cette approche conflictuelle n'était pas là, malheureusement, comme soubassement de toute cette action. Alors, par rapport à l'existant, je déplore, enfin, ça c'est peut-être un point de vue personnel, la très faible réactivité des sociétés civiles. Évidemment, dans les 3 États, là, on comprend que ce n'est pas évident pour eux, mais au sein des autres États membres, il y a eu, je ne dirais pas un courant populiste, mais une tendance à applaudir ces discours populistes, ces raccourcis avec la réalité ou avec la vérité pour malheureusement continuer à approfondir le fossé. Maintenant, je crois qu'il y a 2 pièges à éviter dans la gestion de cette crise. Le premier piège à éviter, c'est le piège d'une CEDEAO à la carte. C'est-à-dire le renoncement à certains idéaux qui constituent son ADN, notamment les questions de la démocratie, des droits de l'homme, etc., de justice communautaire, et de dire, bon, cessez de vous occuper de ces choses-là, laissez-nous faire ce que nous voulons chez nous et gérons le commerce inter-État et ce qui va avec. Le deuxième piège à éviter pour tout le monde, c'est que certains États ne soient tentés de jouer la carte de l'UEMOA contre la CEDEAO. C'est-à-dire de se dire qu'au fond, dans le cadre de l'UEMOA, j'ai la libre circulation des personnes, des capitaux, le droit de résidence, etc., etc. Je n'ai pas les contraintes des problèmes de la démocratie, des protocoles sur la gouvernance. Donc, chiche, je peux me passer de la CEDEAO et continuer de bénéficier des avantages de l'espace régional. Il faudra à un moment donné que l'UEMOA sache quelle réponse apporter si cette posture de jouer une carte UEMOA contre CEDEAO devrait se présenter à elle. Et il faut prévenir ce cas de figure-là. Il est souhaitable que tout le monde se réfléchisse à cette question pour que ce piège ne se présente pas un jour à l'espace sous-régional à l'intérieur de la CEDEAO. Enfin, je voudrais juste apporter deux petits Monsieur éléments. Kani, il vous reste 1 minute, s'il vous plaît, si vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Deux petits éléments de complémentarité. Oui, M. Yabi a bien raison de dire que ce n'est pas parce qu'il y a des tracasseries aux frontières, du comportement d'agents des douanes, etc., que la libre circulation n'existe pas. Elle existe en termes de droit, en termes de normes, en termes de procédures. Maintenant, ce problème de gouvernance qui est propre aux États, il est là pour la CEDEAO, pour l'UEMOA, pour l'AES et même pour la ZLECAf. Ce n'est pas par miracle que ces tracasseries aux frontières-là disparaîtront. Dernier élément, je crois que M. Yabi a très bien clarifié la question du départ de la Mauritanie et de la CEDEAO. Je voudrais juste ajouter un petit détail, un petit entre guillemets. Oui, rapidement. Hein? Oui, rapidement, s'il vous plaît. D'accord. C'est-à-dire que le régime qui était en place en Mauritanie de 2004 jusqu'à 2001, date de la sortie de la CEDEAO, avait, je crois, dans son agenda, une volonté de ne pas aller dans la CEDEAO. Parce que dans le cadre d'une étude que je faisais en 2001, j'ai trouvé que la Mauritanie avait 17 années d'arriérés de contribution. 2001, moins 17, vous arrivez à 1984, date à laquelle ce régime-là est arrivé au pouvoir.
Depuis que ce régime est arrivé au pouvoir, la Mauritanie n'a pas cotisé $1 au budget de la CEDEAO. Le reste, je partage pleinement l'analyse faite par M. Yabi là-dessus. Désolé pour avoir été un peu long. Merci. Je crois que Merci ce beaucoup. sont quelques éléments complémentaires que je voulais apporter d'analyse par rapport à ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Khan. Je ne sais pas si tu as un commentaire sur ce que M. Khan vient de dire, ou bien on passe à la prochaine question. Non, juste le remercier. Je partage tout à fait toutes les nuances qu'il a apportées, notamment sur la possibilité d'avoir au sein de la même région et même voilà, des différents niveaux d'intégration. Hein. Là, c'était l'exemple de l'Union européenne. Il y a des pays qui ont fait le choix de ne pas être dans la monnaie unique. Il y a des pays qui ont fait le choix de ne pas être dans l'espace de circulation commun, l'espace Schengen. Et il y a des pays comme la Suisse qui ont des accords plutôt avec l'Union européenne sur différents points. Donc oui, bien sûr, il y a plusieurs possibilités et c'est pour ça que je disais aussi que la sortie de ces trois pays de la CEDEAO est extrêmement regrettable par rapport au projet collectif si on croit à la projection de l'avenir en commun des populations ouest-africaines, ce qui est mon cas. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de relations bilatérales et que les liens, notamment entre les communautés qui prédatent la CEDEAO et lui et moi et tout cela, évidemment, vont permettre de maintenir des relations. Mais je crois à nouveau que c'est les conditions de ce départ. Et là aussi, M. Khan l'a souligné, c'est ça qui pose problème, c'est qu'on est plutôt dans une approche conflictuelle et qu'à nouveau, une partie de ce départ est quand même sans doute très largement motivée par une différence fondamentale dans la vision politique de la région. Est-ce qu'on croit à la démocratie, même si il faudrait un débat sur évidemment ce qu'on y met, les moyens de la renforcer, de lui donner beaucoup plus de contenu. Est-ce qu'on croit à l'état de droit ou est-ce qu'on pense que c'est bien de ne pas avoir un cadre, disons, qui fixe des limites au pouvoir de ceux qui, notamment, le prennent par la force? Merci Gilles, nous sommes presque à la fin de cette discussion. Nous allons prendre en quelques minutes les dernières questions. On va essayer peut-être de les prendre en même temps. Donc, je vais demander aux 2, 3 personnes qui sont sur la liste encore de poser leurs questions et Gilles pourra faire une forme de conclusion globale des 3 questions. Oui, oui, bonsoir donc à tous. Mon nom est donc Yahya Taïrou. Je suis un expert en sécurité alimentaire. Je travaillais pendant longtemps dans le système des Nations Unies. Euh, et je vais surseoir en fait à mon intervention parce que les problématiques que j'allais aborder là ont été déjà prises en compte dans les interventions précédentes. En tout cas, je remercie les panélistes Merci. et tout le monde. OK. Merci beaucoup, M. Tarou. Hamidou Khan? Oui, oui, allô, vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais vous remercier pour l'organisation de ce webinaire. Alors, moi, j'avais une question. C'est-à-dire, je voudrais poser à M. Gilles Yabi. Donc, qu'est-ce qu'il pense donc en fait, de la prise de position de certains intellectuels, à l'image de Nongo Samba Sylla, donc, qui analysent les récents coups d'État dans la zone comme étant des freins au phénomène du vieillissement de l'exécutif dans la zone franc historique, mais aussi comme un moyen de sortir de l'ordre France-Afrique. Et aussi son scepticisme donc, par rapport à la démocratie libérale, qu'il juge inapte de créer en fait les conditions de performance socio-économique donc, à laquelle les peuples aspirent. Donc, c'était mes 2 questions. Merci. Merci beaucoup. Et peut-être la dernière question, je vois un collègue de Wati, donc Traoré. Et voilà. Ensuite, nous allons donner la parole à Gilles. Oui. Oui. Merci beaucoup, Babacar, de m'avoir donné la parole. Merci à Gilles de nous informer, de nous apprendre des choses sur la région, mais aussi de nous permettre de comprendre les enjeux. Comme on parle de l'avenir, peut-être poser la question, mais pour revenir à la libre circulation des personnes et des biens, je pense que même à l'intérieur des pays, prenons l'exemple du Mali que je connais peut-être particulièrement le mien, il est souvent difficile de quitter Bamako et de se rendre dans n'importe quelle région du pays sans devoir payer à des postes de police ou de douane. On raquette même des nationaux. Donc,
et la libre circulation des personnes et des biens, l'intégration est réelle parce que cela m'a permis de poursuivre mes études supérieures au Sénégal au même titre que les Sénégalais sans contrainte. Alors, peut-être ma question, comme on parle de l'avenir de la CEDEAO, ma question porte sur les élections. 2025, c'est peut-être une année électorale, peut-être en Guinée, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une année électorale en Côte d'Ivoire et on voit que peut-être le président ivoirien n'a pas clairement dit qu'il ne sera pas candidat lors des prochaines élections. Et peut-être si les élections se tiennent en Guinée également, il se pourrait que le général Doumbouya soit candidat, vu qu'il n'a pas clairement dit qu'il ne sera pas candidat également. Alors, quelle doit être la posture de la CEDEAO ou quelle serait la posture de la CEDEAO pour ne pas se fragiliser davantage face à la problématique des élections? Merci. Voilà, on arrive à la fin. Peut-être une dernière question pour Gilles. J'ai vu ça tout à l'heure dans le chat. C'est cette question relative à la démocratie, donc les régimes, les pays qui veulent être ancrés dans la démocratie, dans la bonne gouvernance et tous ces principes-là, versus les pays aujourd'hui qui connaissent des coups d'État. Voilà, quel serait l'avenir justement de ces pays-là, sachant qu'aussi il y a une forme de fascination pour les jeunes ouest-africains par rapport à ces coups d'État, par rapport à ces militaires aujourd'hui qui sont au pouvoir et d'une certaine manière qui les soutiennent. Voilà, quel est l'avenir vraiment de la démocratie en Afrique de l'Ouest? C'est la dernière question. Merci. Merci beaucoup. On pourrait relancer la conversation pour Oui, 2 bonnes surtout heures pas. encore juste sur la question de la démocratie, mais je pense que à nouveau ce rendez-vous, Wati et vous, on va essayer de le rendre mensuel cette année, donc ça permettra, je pense, de revenir sur des sujets qui sont très importants, effectivement, comme celui de la démocratie, comme choix d'organisation politique. Mais je vais peut-être répondre parce qu'il y avait une question, je pense, sur le point de vue de certains intellectuels qui sont plutôt favorables au coup d'État ou qui estiment que les coups d'État permettent une forme de rajeunissement et de renouvellement des dirigeants et qui ont aussi beaucoup de doutes ou qui ont des critiques fortes sur la démocratie libérale. À nouveau, réponse provisoire parce qu'on pourrait en parler lors d'un autre rendez-vous, mais je pense que c'est une question évidemment qui est importante. Alors, moi, je suis très pragmatique. Il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire au système démocratique, à la démocratie libérale. Il faut d'abord la décomposer dans ses différents éléments et la démocratie dans sa dimension électorale ne représente pas toute la démocratie, loin de là. Et je pense que le participant a cité Ndongo Sylla que je connais. Il y a certains points que je ne partage pas dans ses analyses et d'autres que je partage. Je crois qu'il a une critique forte, par exemple, sur les élections comme modalité démocratique, avec une argumentation d'ailleurs historique qui est en partie valable de mon point de vue. On peut, si on a un autre système qui remplace les élections, mais qui permet de faire émerger des responsables, des gouvernants qui sont redevables à leur population. Moi, je n'y vois pas, par exemple, de problème. Par exemple, hein, le tirage au sort a effectivement été utilisé comme une modalité de choix des dirigeants. C'est quelque chose qui est d'ailleurs défendu par un certain nombre d'intellectuels qui réfléchissent sur la démocratie depuis longtemps. Donc, on peut imaginer une assemblée nationale qui soit issue d'un système de tirage au sort, parce qu'au fond, ça donne la chance à n'importe quel citoyen de participer à la délibération. Moi, je suis pour une réflexion, qu'on continue la réflexion au niveau des think tanks, au niveau des chercheurs, au niveau des citoyens, sur les manières d'améliorer le fonctionnement démocratique et ça peut permettre de compléter, par exemple, les élections par d'autres modalités de délibération collective. Et d'ailleurs, à Wati, on a produit un document il y a déjà quelques années sur les institutions et on avait des propositions
position sur le fait de renforcer des institutions qui ne soient pas issues des élections, mais qui permettent d'avoir du débat public. Parce qu'en fait, si vous avez de la démocratie, mais vous n'avez pas de débat public sur les questions, et vous n'avez pas suffisamment de citoyens qui prennent part à la discussion et qui sont outillés pour le faire, vous n'avez pas un accès à l'information, même sur les candidats, vous n'avez pas un contrôle des ressources. Effectivement, vous pouvez avoir des processus démocratiques formels qui sont basés sur des élections, mais qui en fait ne vous garantissent absolument pas d'avoir de bons leaders et ne vous garantissent même pas d'avoir en réalité des dirigeants qui soient ensuite conscients de leurs responsabilités par rapport à ceux qui les ont élus. Donc moi, je suis totalement favorable à la discussion, à la réflexion approfondie sur les systèmes démocratiques, mais je pense que l'état de droit, qui n'est pas la démocratie, c'est un complément, mais extrêmement important. C'est ça qui permet d'avoir des garanties de liberté dans un certain nombre de constitutions. Et je pense que si on n'a pas d'état de droit, on ne s'entend pas sur le fait qu'il faut un certain nombre de principes pour empêcher, par exemple, qu'une majorité écrase et pourquoi pas élimine physiquement les minorités. Si on n'a pas des principes dans les constitutions qui permettent justement de favoriser la vie ensemble, évidemment, je crois qu'on aura beaucoup plus de conflits et de violences dans nos pays. Donc, je crois qu'à nouveau, ce débat sur la démocratie, on peut le poursuivre pendant longtemps, mais je crois aussi qu'on fait beaucoup de faux procès à la démocratie. J'avais écrit une tribune sur cela. Dans des pays qui n'ont jamais été démocratiques, on accuse la démocratie d'être responsable de leur échec. Hein. Je me souviens du discours aujourd'hui le général Doumbouya à la tribune des Nations Unies, disant, mais accusant la démocratie d'être responsable de tous les maux de mal développement en Guinée. Il n'y a quasiment jamais eu de régime démocratique depuis l'indépendance. Il y a eu une parenthèse où on espérait que le président Condé allait justement sortir le pays de l'autoritarisme. En réalité, il a créé les conditions pour le retour des militaires au pouvoir. On peut difficilement dire que si la Guinée est dans cet état, c'est à cause de la démocratie. Et on peut faire le même raisonnement pour beaucoup de pays où les constitutions démocratiques n'ont jamais été respectées. Donc, on ne peut pas accuser la démocratie d'être responsable de l'échec politique et économique dans beaucoup de pays africains. La vraie question, c'est quel contenu on donne, comment est-ce qu'on la renforce et comment est-ce qu'à nouveau on crée les conditions pour un état de droit et pour des institutions qui servent l'intérêt général et qui permettent la participation des populations. Sur la question, je pense qu'il y avait des questions sur sur la décolonisation, j'ai vu aussi dans les commentaires des participants. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, au fond, il suffit de proclamer qu'on est pour la souveraineté pour être applaudi, pour avoir un soutien massif des populations. Mais la souveraineté, ça se construit. La souveraineté, ça ne se décrète pas. On a eu beaucoup de révolutionnaires dans l'histoire du continent. Aujourd'hui, on a des dirigeants militaires qui font comme s'ils étaient les premiers dirigeants militaires qu'on a eus sur le continent ou dans la région. On a connu tous les pays quasiment de la région et en particulier les pays sahéliens ont connu beaucoup de régimes militaires. Un pays comme le Nigeria a connu une succession de régimes militaires. Ils ont été catastrophiques aussi bien sur le plan des libertés que sur le plan économique parce qu'ils étaient aussi très corrompus. La différence entre un régime militaire autoritaire corrompu et un régime civil corrompu, c'est que le régime militaire corrompu, lorsqu'il devient vraiment très corrompu et très autoritaire, vous n'y pouvez rien parce qu'ils ont aussi la force. Alors que le régime civil, au moins, il est toujours sous la menace possible justement d'un coup d'État militaire. Et donc, je pense que sur toutes ces questions, on doit simplement aujourd'hui faire en sorte que les populations, et en particulier nos populations qui sont très majoritairement très jeunes, puissent avoir un peu plus de réflexion, puissent avoir un peu plus de connaissances sur l'histoire des pays de la région pour pouvoir se rendre compte que ce qu'on est en train d'observer au niveau des régimes militaires, on l'a connu et globalement, ça n'a pas donné de super résultats, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Mais là encore, à nouveau, il faudra sans doute une autre discussion pour aller plus loin dans sur ce sujet-là. Mais je voulais aussi, toujours dans les mots de conclusion, par rapport aux différentes questions que j'ai vues, aux commentaires qui ont été faits, parler un peu de la jeunesse des populations et de ce que ça implique. Je me rends compte moi-même un peu maintenant seulement que lorsqu'on a un certain nombre de discussions sur les crises dans la région, que ce soit les crises sahéliennes ou même sur la crise en Côte d'Ivoire, j'ai vu un des commentaires sur la crise ivoirienne en disant que voilà, qu'est-ce que la CEDEAO avait fait lorsqu'il y avait la crise et lorsque le président Laurent Gbagbo avait gagné l'élection. Bon, je pense que ce sont des choses qui sont très, très rapides.
ayant travaillé sur la crise ivoirienne, je peux vous dire qu'on ne peut pas affirmer que le président Gbagbo avait gagné l'élection. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas énormément de choses à faire, de critiques à faire sur la réponse internationale et à l'époque sur l'implication de la France et des Nations Unies. Mais je peux vous dire à nouveau que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça et que il faut retourner, il faut lire, il faut retourner au rapport, il faut s'informer davantage, sinon on est vraiment aujourd'hui dans une hyper simplification de ce qui s'est passé dans les différents États de la région. Mais la question de la jeunesse est très importante parce que malheureusement, même la crise au Mali, 2011-2012, en fait, il y a peu de gens aujourd'hui qui ont suivi la crise depuis le début. Et lorsque j'entends que la CEDEAO n'a absolument rien fait pour le Mali, ce n'est pas vrai d'un point de vue factuel parce que, en réalité, sur le plan politique et sur le plan militaire, les États de la CEDEAO ont été les premiers sur le terrain, mais ils avaient évidemment leurs propres limites très importantes. Et aussi, on oublie que au moment où la crise commençait au Mali, vous aviez le Nigeria très fragilisé par la crise Boko Haram, incapable elle-même de se concentrer sur d'autres dossiers. La Côte d'Ivoire qui sortait à peine d'une violente crise post-électorale. Et donc, en fait, les États membres eux-mêmes, tous les États membres quasiment, étaient eux-mêmes très affaiblis. Dans ces conditions-là, évidemment, les capacités d'agir de la CEDEAO étaient limitées. Mais aujourd'hui, à nouveau, on a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement une lecture de moyen terme, au moins des crises dans la région. Et je pense que ça a de véritables conséquences sur la facilité avec laquelle d'autres acteurs peuvent manipuler les opinions publiques. L'autre sujet, peut-être pour terminer, c'est alors, il y a peut-être deux points. Il y a la question de base sur la Côte d'Ivoire, la Guinée, la posture que la Côte d'Ivoire, que la CEDEAO pourrait avoir par rapport aux élections dans ces pays. Je pense que derrière sa question, il y a le reproche qui est fait à la CEDEAO de ne pas avoir été capable d'empêcher les troisième et les quatrièmes mandats dans les pays de la région. Il y a un pays dont on parle très peu, la Guinée-Bissau. Je pense que c'est important aussi de citer le cas d'un pays comme celui-là, où aujourd'hui le président change quasiment le système politique dans la réalité, mais sans réaction, parce que justement une CEDEAO affaiblie à cause du retrait des pays du Sahel et une CEDEAO qui a du mal, évidemment, à se prononcer sur des situations politiques dans d'autres pays, parce qu'évidemment, aujourd'hui, si la commission de la CEDEAO se prononçait sur tel ou tel pays, ce pays pourrait dire, ben, moi aussi, si vous insistez sur la qualité des élections ou si vous voulez m'empêcher d'être candidat, en pensant par exemple au général Doumbouya en Guinée, il pourrait dire, ben, moi aussi, je vais partir. Et donc, la CEDEAO est dans une situation, malheureusement, qui limite sa capacité à agir dans tous les autres dossiers. Et c'est pour ça que cet affaiblissement, évidemment, est dangereux pour l'ensemble de la région, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques, de dirigeants qui en profitent aujourd'hui pour faire absolument à nouveau ce qu'ils veulent à l'intérieur de leurs frontières nationales. Mais sur la question des troisièmes mandats, là aussi, il faut parfois dire les choses telles qu'elles sont. Le protocole de la CEDEAO ne lui permet pas d'avoir la même réaction face à des coups d'État militaires et face à un président qui dit voilà, qu'il veut changer la Constitution et qui réussit en interne à faire passer un changement de Constitution et à même faire un référendum. La CEDEAO ne peut pas empêcher un pays de changer sa Constitution. Et c'est vrai partout dans le monde. Donc, il y a des limites objectives à ce qu'une organisation régionale peut faire parce qu'elle ne met pas fin à la souveraineté des États. Il y a des propositions depuis de longues années, par exemple, pour avoir un principe de limitation de mandat au niveau de la CEDEAO. Dans le protocole additionnel, il y a des États, et bien sûr, qui se sont opposés et qui continuent à bloquer ce projet. Moi, je pense que c'est des principes qui peuvent aider, mais je pense que la réflexion sur les pratiques politiques doit aller au-delà de la question de la limitation des mandats. Le dernier point que je voulais aborder pour terminer, c'est la question des bailleurs étrangers. Là aussi, j'ai vu beaucoup de commentaires sur le fait que le problème majeur, c'est le fait que la CEDEAO soit financée par des bailleurs étrangers et que c'est une bataille pour la décolonisation de nos institutions. Oui, je pense qu'il y a très peu d'Africains, de manière générale, qui sont contre la souveraineté, qui sont contre le fait que les pays africains aient beaucoup plus de marge de manœuvre pour décider de leurs orientations politiques, économiques, éducatives, etc.
on veut tous, évidemment, qu'il y ait de moins en moins d'influence extérieure de la part des anciennes puissances colonisatrices comme des autres. Je pense qu'aujourd'hui, les menaces à la sécurité, aux intérêts économiques stratégiques du continent, ce n'est pas seulement les anciennes puissances européennes colonisatrices, c'est aussi la Chine, c'est aussi la Turquie, c'est aussi d'autres pays qui vont venir parce qu'ils sont en train de travailler à construire leur économie. Je cite souvent le Vietnam. Dans quelques années, lorsque on va voir le Vietnam ou d'autres pays asiatiques être de plus en plus présents, on va s'en étonner, on va crier aux influences extérieures, mais en fait, la seule manière de contrer les influences extérieures ou de faire en sorte que ces rapports soient plus équilibrés, c'est de construire notre éducation, c'est de construire nos dispositifs de recherche, c'est de construire nos institutions, qu'elles soient extrêmement solides, et c'est de construire nos économies. Mais ça, on ne le fait pas simplement en proclamant qu'on est souverain, on le fait en étant aussi réaliste. Et je termine, je termine vraiment cette fois sur ça. Prenez la région ouest africaine, je suis désolé, lorsqu'on regarde les pays, malgré tout, où la plupart des populations sahéliennes vont s'installer aujourd'hui et où elles s'installaient depuis de nombreuses années, c'est des pays qui font des choix plus pragmatique. Lorsque vous n'avez pas d'électricité au quotidien à Bamako, vous allez avoir du mal à développer votre économie. Et lorsque vous dépendez d'un système justement d'approvisionnement électrique, d'interconnexion à l'échelle régionale, vous avez quand même une forte incitation plutôt à avoir une approche conciliante à l'égard des pays voisins, y compris ceux qui fournissent l'électricité. Donc, c'est juste un exemple juste qui montre, je pense, l'importance d'être pragmatique. Les populations ne peuvent pas simplement être nourries par le discours sur la souveraineté, elles doivent être nourries tout court. Et pour ça, il faut qu'on travaille ensemble à renforcer nos institutions et à renforcer à nouveau tout ce qui va petit à petit faire en sorte qu'on soit plus fort collectivement. Et aujourd'hui, on est plutôt en train à nouveau de nous affaiblir collectivement. Merci Gilles, merci pour cette note de conclusion. Nous arrivons à la fin de ce premier rendez-vous qui s'appelle Wati et vous. Et nous voulons aussi remercier les nombreux participants qui ont pu prendre la parole, ceux qui ont pu aussi poser leurs questions, mais ceux qui ont aussi écouté. Et nous donnons rendez-vous dans les prochains jours, prochaines semaines pour notre rendez-vous, Wati et vous, en format virtuel. Et nous aurons le plaisir de pouvoir aborder d'autres questions en lien avec l'actualité politique, économique, sociale de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi en lien avec les activités de Wati. Donc, c'était un premier rendez-vous. Nous espérons que voilà, vous avez apprécié le format, le cadre de discussion. Et donc, à bientôt et au revoir. Merci beaucoup.